Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons par Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, un investissement responsable ou investissement à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Bernard Orenbeck, président du directoire de la NEF, avec qui nous reviendrons sur l'initiative Big Bank lancée par la NEF, qui a fait la demande auprès de la Banque de France pour devenir la première banque éthique indépendante. Nous en parlerons dans un instant donc sur le plateau de Smart Patrimoine, avant d'enchaîner avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la transmission d'entreprise via un mécanisme bien connu en immobilier, mais plus complexe à aborder vis-à-vis de la transmission d'entreprise, le viager. Peut-on transmettre son entreprise en viager ? Nous en parlerons avec Hubert Biard, avocat en droit des sociétés, associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel, mais aussi avec Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. A tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, à l'ISR ou à l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Bernard Orenbeck, le président du directoire de la NEF. Bonjour Bernard Orenbeck. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, la NEF qui souhaite devenir la première banque éthique indépendante. Je dis qu'il souhaite devenir puisque la NEF, telle qu'elle existe sous sa forme actuelle, existe depuis les années 80. On peut appeler ça un organisme financier finalement qui accompagne ou qui propose des solutions d'investissement éthiques, mais qui n'est pas une banque en tant que telle, qui est adossée, comme il existe beaucoup d'autres solutions aujourd'hui, à un organisme bancaire qui lui est un réel établissement bancaire, si je peux le dire ainsi. Mais vous souhaitez aller plus loin, vous avez fait la demande de devenir une banque à 100% indépendante, une demande que vous avez faite à la Banque de France. Et vous avez d'ailleurs appelé cette opération, ou cette, oui, si on peut appeler ça une opération, l'opération Big Bank. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernard Orenbeck ? Oui, bien sûr. Alors, Big Bank, c'est évidemment pas l'objectif de devenir la plus grande banque de France ou de l'univers. C'est bien surtout sûr. L'objectif de créer une façon de penser la banque autrement. Et c'est ce qu'on a commencé à inventer il y a plus de 35 ans maintenant et qu'on continue à mettre en place. Et là, on est dans un moment historique. C'est celui où on va sortir de ce cadre un peu contraint dans lequel on est pour devenir une banque à part entière. C'est ça l'enjeu, c'est ça le dossier que nous avons remis à la Banque de France et l'agrément qu'on attend, on espère, dans les mois à venir. L'enjeu, si je comprends bien, c'est que aujourd'hui vous proposez des solutions d'investissement éthique, mais il y a des sujets lorsque l'on met son argent effectivement en tant qu'épargnant dans des solutions d'investissement comme celle-là, il y a des sujets de garantie, c'est ça par exemple, et c'est pour cela qu'on a besoin d'un établissement bancaire. En fait, c'est un peu plus simple que ça parce que ce qu'on fait déjà est une activité de type bancaire. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on récolte de l'épargne auprès des citoyens et on l'utilise pour faire du crédit auprès des entreprises. D'accord. Et pas n'importe quelle entreprise, mais des entreprises durables, c'est-à-dire des entreprises qui intègrent leur responsabilité sociale, sociétale dans l'ADN de leur entreprise. Et à ce moment-là, nous, on va soutenir les projets. On veut en fait avoir un impact positif pour la société, que ce soit en termes environnemental, social ou culturel. Et ça, c'est l'objectif. Donc on est en fait dans une activité bancaire un peu de base. On réinvente un peu la banque de base. Mais jusqu'à présent, on était contraint dans un système d'adossement à une banque de plein exercice. Et là, la volonté d'exister en propre. On a plus de 35 ans, on a aujourd'hui 1 milliard de bilan. Il est temps d'exister en tant que tel. On devient d'ailleurs encombrant pour des adosseurs. 1 milliard d'euros de bilan aujourd'hui, la NEF. Oui. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de devenir ce que vous appelez une banque de plein exercice ? Eh bien, ça changerait d'abord que nous ayons une pleine responsabilité de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a un établissement qui nous garantit la liquidité, la solvabilité, mais qui nous contraint aussi, parce qu'à partir du moment où ils prennent des risques, eh bien, ils nous contraignent aussi dans leur propre politique de risque. Or, pour une banque éthique, c'est important d'avoir une autonomie de gestion. D'accord. Ça, c'est même un des éléments fondamentaux à la FEBA, la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, dont nous sommes les cofondateurs. On a établi un certain nombre de critères pour être une banque éthique. Et l'autonomie de gestion en fait partie. Et donc, il faut qu'on puisse décider nous-mêmes de notre propre développement, de notre propre histoire et de la suite de ce qu'on va proposer. Au moment
où il faut bien dire aussi qu'on a à tout prix besoin, je crois, en France, d'une banque éthique. La crise climatique telle qu'on l'a vue montre qu'il est temps de repenser l'argent autrement, de repenser l'activité bancaire autrement. Et c'est un peu ça qu'on propose, et d'avoir à part entière en France une banque éthique sur le marché financier. Alors, on va aller un peu plus dans le détail dans un instant sur l'initiative Big Bang, puisqu'il y a une levée de fonds qui est associée à cette demande d'agrément. Mais très concrètement, c'est une question qui revient souvent quand on parle d'investissement durable, ou là, en l'occurrence, d'investissement éthique. Une banque éthique, elle investit dans quoi concrètement ? Alors, on peut investir dans tous les secteurs, potentiellement. Il est évident que nous, historiquement, on a été les premiers à investir dans le développement du bio, dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est l'économie de la fonctionnalité, dans toute une série de secteurs innovants. Mais surtout, nous, on va toujours avoir une double clé d'entrée pour financer un projet. Il faut qu'économiquement, ça tienne le coup. C'est ça, c'est des entreprises, c'est pas des associations. Ça peut être des associations, ça peut être des coopératives, ça peut être de l'économie sociale, mais ça peut aussi être des entreprises plus classiques. D'accord. Pourvu qu'elles répondent à un double objectif qui est économique, c'est du crédit, c'est pas du don, donc il faut bien rembourser, il faut avoir un modèle économique qui tienne la route, et puis, surtout, d'avoir un impact positif sur la société. Si on n'est pas dans une logique d'impact, on ne relève pas de ce que nous, on va faire. Donc ça, c'est une condition sine qua non. Et alors, comment on mesure l'impact positif sur la société ? On est sur de l'impact environnemental, l'impact social. Si je reprends, par exemple, des normes ESG, alors qui appartiennent plus à la finance traditionnelle, mais on se base sur ces mêmes critères quand on fait de l'investissement éthique ? C'est-à-dire que oui, nous, ce qu'on a, c'est une série de banquiers itinérants qui couvrent un peu l'ensemble du territoire français, ou quasiment, disons. Et ces banquiers itinérants, ils vont rencontrer les projets. Donc nous, on n'a pas d'agence. D'accord. On fait l'inverse, on va rencontrer les projets, on va voir les projets, et on va étudier avec eux quelle est la façon dont ils intègrent leurs objectifs environnementaux, sociaux ou culturels. Et puis, suivant les projets, ça va être plus sociaux, plus culturels, plus environnemental, bien sûr. Et il faut laisser à chacun la manière de trouver son orientation, mais c'est dans une analyse de proximité que va se faire le travail. On essaye, nous, derrière de calculer ça, et on a fait évaluer quel était notre impact carbone. On est arrivé à un chiffre de 121, je crois, tonnes de CO2 par million d'euros investis, c'est-à-dire 3 fois mieux que la deuxième banque française. 4 fois mieux que la moyenne des banques françaises. Et donc, ça veut dire que le calcul tel qu'il est fait de l'impact carbone démontre qu'il y a moyen de faire de la banque autrement. Et c'est ce que nous, on fait, et c'est ce qu'on propose de généraliser. Et c'est pour ça qu'on fait un appel aux citoyens aussi. C'est pour nous rejoindre dans ce mouvement-là. Alors justement, vous faites un appel aux citoyens puisque vous avez lancé une levée de fonds tout simplement pour augmenter le capital social de l'entreprise. Vous cherchez à réunir 30 millions d'euros sur 3 ans au sein de la NEF si vous avez effectivement cet agrément. Absolument, c'est-à-dire que le dossier tel qu'on l'a rentré à la Banque de France, à la CPR, il prévoit un développement. Et ce développement, il y a dans le monde bancaire un ratio qui est la ligne rouge qui sert toute la gestion, c'est le ratio de solvabilité. Bien sûr. Et pour ce ratio de solvabilité, et en fonction du développement qu'on projette, il faut estimer qu'on a besoin de 30 millions de capital en plus. D'accord. Et donc en 3 ans. Et donc on a fixé ça sur 12 ans en année 1, 10 en année 2, 8 en année 3. 12 millions d'euros en année 1, c'est ça, d'accord. C'est ça. Et avec une volonté quand même d'aller le plus possible vers les citoyens. Parce que nous sommes aussi une coopérative. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une logique de gouvernance coopérative, de gouvernance démocratique et d'appel aux citoyens. On est un mouvement social. Et donc, bien sûr, il y a des investisseurs institutionnels, ils sont les bienvenus, mais on veut aussi que ce soit le mouvement qui grandisse et que ce soit les citoyens qui nous rejoignent. Et alors, je vous pose la question de manière un peu provocatrice, mais on devient du coup actionnaire de la NEF ? Alors, on devient sociétaire de la NEF, ce qui est peut-être un peu la même chose, sauf qu'il y a quand même déjà une première différence, c'est qu'un sociétaire, il a une voix. Il a une voix parce qu'il peut parler une fois, mais il a aussi une voix quel que soit son portefeuille. On n'est donc pas tout à fait dans la même logique. Quel que soit le nombre de parts qu'on pourrait avoir au sein de la NEF. Quel que soit le nombre de parts, mais avec du coup aussi une logique démocratique que nous on essaye d'entretenir et de travailler constamment, parce que derrière ça se trouve aussi la démocratie de la gestion d'une banque. Ce qui en soi est déjà un défi énorme qu'on relève avec beaucoup de plaisir. Une question simple, Bernard Orenbeck, mais que peuvent se poser un certain nombre de gens qui nous écoutent, c'est pourquoi je deviendrai sociétaire de la NEF ? Parce que vous estimez que la société a besoin de changer, elle a besoin d'évoluer. Parce que vous pensez que l'économie elle-même, elle est en pleine transformation et qu'elle se doit de retrouver toute sa responsabilité sur les impacts environnementaux et sociaux. Parce qu'on vit en société et qu'on ne vit pas tout seul
et que le collectif, c'est probablement là qu'on va trouver les solutions pour améliorer la société dans laquelle aujourd'hui on est. Et je pense que depuis la crise Covid, depuis la crise en Ukraine, depuis la crise climatique, on a plus que jamais besoin de ça, et besoin de retrouver des logiques de gouvernance et des capacités d'agir sur la société. Je pense que l'outil financier, c'est une manière formidable d'agir sur la société. Et là, on peut le faire collectivement à travers le projet de la Nef et de ce Big Bank. Alors, quelques questions un peu plus bancaires, si je puis dire. Aujourd'hui, vous proposez des livrets. Oui. C'est comme ça que ça s'appelle, qui permettent d'investir ensuite dans des entreprises. Est-ce que demain, on verra d'autres types de comptes en banque au sein de la Nef ? Oui, ça fait partie en tout cas du projet. Une banque éthique, c'est d'abord une banque d'épargne, puisque c'est de l'épargne qui peut être investie pour du crédit, pour un traitement de moyenne ou longue durée. Mais pour nous aussi, la banque éthique, elle doit répondre aux besoins de ses associés, de ses sociétaires. Et la demande qu'on nous fait souvent, c'est aussi d'avoir des comptes courants. Donc ça fait partie des projets. Ça n'est pas directement dans l'agrément tel qu'il existe, mais ça fait partie des projets, notamment autour de l'idée que nous voulons associer les meilleurs technologiquement avec le meilleur éthiquement. D'accord. Et donc plutôt que de tout réinventer dans la banque, parce qu'il y a déjà beaucoup, et puis il y a beaucoup de fintech qui inventent des tas de technologies, eh bien nous on essaye de travailler avec eux pour inventer les meilleures façons d'avancer. Dernière question, toujours d'un point de vue bancaire pour le coup, quand on parle de livret, d'investissement, on parle souvent de rendement, d'un couple rendement-risque pour le coup. Est-ce que lorsque l'on réalise des investissements éthiques, on fait face à un risque plus élevé ou à un rendement moindre que dans d'autres types d'investissements ? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que je suis le seul à promettre quelque chose à mes investisseurs. Mais ce que je leur promets, c'est qu'ils ne seront jamais riches avec nous. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas l'enrichissement. On a une façon de redistribuer la plus-value qui est aussi différente. Et puis l'autre chose que j'ai envie de vous raconter, une toute petite anecdote. En 2008, c'est la crise financière. Les banques implosent de tous côtés. Et on se retrouve en réunion à la FEBA, Fédération Européenne des Banques Éthiques. On se retrouve là à 28 et en se demandant où est-ce qu'on en est tous. Et on se rend compte à ce moment-là qu'aucun d'entre nous, dans aucun de nos pays, n'est touché par la crise financière. Parce que les fondamentaux qui sont l'économie réelle, qui sont la transparence, qui sont l'éthique et la responsabilité, ont fait qu'en réalité, on était en dehors de ce mouvement catastrophique en Europe. Et donc, aucune de nos banques éthiques en Europe n'a été touchée par la crise financière. Alors, comme vous connaissez la phrase, ça ne garantit pas le futur. Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des raisons. Voilà. Des performances futures, exactement. Je pense que l'éthique est un investissement au minimum sociétal, mais en plus de ça, peut-être bien un peu plus sécure que d'autres. Mais ça ne garantit rien. Merci beaucoup Bernard Orenbeck. Je rappelle que vous êtes président du directoire de la Nef qui a fait donc sa demande d'agrément pour devenir une banque, la première banque éthique indépendante, une banque de plein exercice, et vous avez donc une levée de fonds sur 3 ans, en 3 parties, avec une première partie qui s'arrête au 31 décembre de cette année, mais qui continue de toute façon l'année prochaine, sur les 3 prochaines années. Je participe au bigbank.com. Merci beaucoup Bernard Orenbeck, et merci à vous de nous avoir suivis, et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous poser une question durant les 15 minutes qui s'ouvrent devant nous. Comment peut-on transmettre une entreprise via un mécanisme assez particulier, via un mécanisme de viager ? Pour cela, nous avons 2 experts sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler. Hubert Biard, tout d'abord, nous accompagne. Bonjour Hubert Biard. Bonjour. Vous êtes avocat en droit des sociétés associé au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel, et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Charles-Édouard Bourget. Bonjour Charles-Édouard Bourget. Bonjour. Vous êtes notaire associé chez Haussmann Notaire. On va commencer avec vous, Hubert Biard. Le viager est un mécanisme connu, qui a été familiarisé d'ailleurs avec un film qui porte également son nom, mais on le connaît surtout lorsqu'il s'agit d'acheter un bien immobilier. Or, il est possible d'utiliser le mécanisme du viager pour transmettre une entreprise. Alors, comment ça fonctionne ? Expliquez-nous. Alors, effectivement, l'entreprise est un petit peu le schéma dérogatoire, voire exceptionnel de la transmission. Le mécanisme du viager, tout simplement, ça va être un schéma de modalité de paiement, en sachant qu'il faut jouer, jongler, j'allais dire, avec la problématique de l'espace-temps qui dans une entreprise est extrêmement restreint, avec un espace-temps qui, par rapport à la durée de vie que l'on peut espérer la plus longue possible pour notre vendeur. Donc, gérer ce business plan sur une durée de 5, 7,
voire 25 ans, si on prend les extrêmes, ça peut être extrêmement complexe. Mais on peut aujourd'hui se porter acquéreur d'une entreprise et proposer un mécanisme de viager au vendeur en question. Absolument, la loi l'autorise. En fait, le Code civil reprend tout simplement les règles applicables en droit de l'immobilier. Et le Code civil va tout simplement nous dire, pourvu qu'il y ait un aléa, la vente sera parfaite. D'accord. Le mécanisme maintenant peut se poser au niveau de qu'est-ce que je vends véritablement. Parce que quand on dit aléa, c'est une chose dont on n'est pas sûr, par exemple la durée du contrat. D'accord. C'est tout simplement l'absence de visibilité sur l'échéance, en l'occurrence le décès de mon vendeur. Charles-Édouard Bourget, très concrètement, si donc on a compris que c'était possible de transmettre une entreprise en viager, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va valoriser une entreprise et ça va poser un certain nombre de questions sur la valorisation de l'entreprise, mais ensuite on va y appliquer une décote et une autre partie va être versée en rente. C'est ça comme dans un mécanisme de viager traditionnel? Alors, la mécanique est exactement la même que pour un viager immobilier. On valorise le bien que l'on vend, en l'occurrence l'entreprise, et puis à partir de cette valorisation, on convertit le prix en une rente viagère. D'accord. Donc sous réserve des tables de mortalité et de l'âge du vendeur, qu'on appellera le crédit rentier, on aura la possibilité de convertir ce prix tout ou partie en une rente dont on suppose qu'elle sera versée pour X années en fonction de la table de mortalité. Une partie du prix peut être également versée le jour de la signature de l'acte, ça s'appelle le bouquet. En général, il est fixé à 30%, mais il peut être neutre ou zéro. Et ça permet effectivement d'étaler dans le temps le paiement du prix. Et c'est là où il y a l'aléa, la notion d'aléa qui fait qu'on est vraiment dans un viager. Qui verse la rente, Charles-Édouard Bourget? L'acquéreur, le repreneur, le débit-rentier. À titre personnel? C'est lui, c'est pas la société, puisque c'est lui qui achète. C'est vous qui êtes propriétaire des parts. Donc, si vous achetez les parts que je vous vends, vous devez me payer à moi un prix. Et c'est une rente. Alors, ça pose quand même beaucoup de questions. Hein. On va continuer avec vous, Hubert Biard. On va revenir effectivement sur potentiellement les aléas qui peuvent arriver justement lorsqu'il s'agit de verser la rente. Mais juste avant, Hubert Biard, là on parle d'entreprises, mais des réalités d'entreprise, il y en a énormément. Il y a des entreprises dont on détient 100% des parts, d'autres entreprises dont on ne détient que 95, mettons, voire que 50% des parts. Il y a des fonds de commerce, il y a des entreprises, il y a des SARL, des sociétés anonymes. Est-ce que ça marche dans tous les cas? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête? Alors, l'exception majeure, c'est comme en matière immobilière, on ne pourra pas vendre l'entreprise au fils, à un descendant en ligne directe. D'accord. Donc ça, la loi nous l'interdit, donc c'est immédiatement évacué. Après, acheter une entreprise, ça peut être acheter des titres, comme ça peut être acheter un fonds de commerce. D'accord. Si on achète des titres, qui est la majeure partie des cas, on va être contraint sur un élément essentiel, puisque au moment où on achète les titres, on achète potentiellement une dette, voire un risque. Et comment le vendeur va pouvoir se garantir? En d'autres termes, comment le vendeur va pouvoir s'assurer que sa rente pourra lui être versée tous les mois sur une échéance bien sûr, incertaine. Et alors, comment fait-il pour s'assurer que sa rente pourra effectivement être versée? Alors, c'est là que les professionnels que nous sommes, notaires, avocats, j'allais dire techniciens du droit, on va essayer de trouver les garanties les plus sécurisantes pour notre vendeur. Maintenant, on a toujours cette problématique de la vie de l'entreprise. On a un schéma où l'aspect accompagnement du vendeur est fondamental. En général, c'est l'une des clés de réussite, mais l'accompagnement du vendeur ne peut pas forcément être une garantie de succès à horizon 5 voire 10 ans. Donc, est-ce qu'on va parler de sûreté, de garanties comme des nantissements, des garanties comme des gages sur un certain nombre d'éléments corporels? Là, ça va être le fruit d'une négociation âpre entre vendeur et acquéreur, comme toute transmission d'entreprise. Alors, Charles-Édouard Bourget, j'ai envie de vous poser la question, mais qui amène en fait une autre question, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais, par exemple, l'acquéreur achète l'entreprise, mais l'entreprise fait faillite au bout de 10 ans, mais qu'il y a toujours ce sujet de rente à verser, mais que l'acquéreur fait lui-même face à des difficultés financières et l'entreprise n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, il faut déjà savoir que le Code civil le prévoit et c'est inséré dans tous les contrats de manière conventionnelle également. Il y a une clause résolutoire qui dit que si la rente n'était plus versée par le débit rentier, donc l'acquéreur, le contrat n'existe plus, ou en tout cas est résolu, et donc on revient dans une situation où moi, vendeur, je récupère la propriété de mon entreprise, ou des parts sociales. Mais si l'acquéreur n'a pas su gérer l'entreprise. Ce n'est pas forcément ma volonté. Après, il y a le sujet de savoir si l'entreprise continue à exister ou pas. Mais à la limite, j'allais dire pour moi, vendeur, que l'entreprise existe ou pas, en tout cas, je vous ai vendu quelque chose et vous me devez le prix qui correspond. D'accord, mais alors,
comment détermine-t-on ce prix? Ce sera à l'instant, si on parle d'une entreprise en faillite, est-ce qu'on revient sur le prix de départ, la valorisation de départ, ou là, je sens qu'on est sur du cas par cas, on va aller chercher la jurisprudence. Exactement, ça va être une analyse vraiment contextuelle. Je vous parle par une entreprise de barriques, je vais peut-être me gager sur tous les stocks de bois. C'est ça, s'il y a du stock, Voilà. effectivement, ça peut faciliter. Ça peut faciliter. Si je suis sur un fonds de commerce, le droit au bail existera, l'emplacement du fonds en question existera toujours. Donc moi, vendeur, j'ai tout intérêt à avoir peut-être un gage sur mon bois que j'ai malgré tout vendu, un gage sur le droit au bail, le pas de porte. Donc ça, je vous dis encore, c'est de l'imagination, de la créativité des techniciens du droit. Oui, néanmoins, permettez-moi, on ne revient pas sur le prix. Le prix, il a été fixé au moment où on a dealé. D'accord. Mon entreprise vaut 100, je vous la vaux 100, vous me versez 30 de bouquets, il y a 70 à verser. Alors, ce sera peut-être plus que 70 si je vis très longtemps, parce que la rente viagère sera déterminée sur la base des tables de mortalité. Ce sera peut-être moins si je vis moins longtemps. Mais en tout état de cause, même si l'entreprise périclite, vous êtes redevable de la somme au total, en tout cas, environ 100 qui était la base de la valorisation de l'entreprise. C'est ça. Le seul aléa, c'est la durée de vie du vendeur qui a accepté de se soumettre à ce mécanisme. Il n'y a pas d'autres aléas possibles, notamment sur l'activité économique de l'entreprise. Exactement. La garantie, en revanche, elle permettra d'assurer que même si l'entreprise ne vit pas, ou ne vit plus, vous qui me devez une rente, vous avez des revenus suffisants pour me verser cette rente, ou alors je prends dans votre patrimoine, ou éventuellement dans le patrimoine de l'entreprise, ce qui me permettra de percevoir mon prix. Je reviens sur ma question du capital avec vous, Hubert Biard. Alors effectivement, des dirigeants d'entreprises qui possèdent 100% du capital, ça existe, mais des dirigeants d'entreprises qui ne possèdent que 70% du capital, ça existe aussi. Est-ce que ceux-ci, automatiquement, sont exclus d'un mécanisme comme le viager pour transmettre leur entreprise? Absolument pas. L'acquéreur va tout simplement se positionner sur une quote-part de capital, à charge pour lui d'avoir suffisamment de latitude, c'est-à-dire avoir une majorité assurée, ça peut être 51%, ça peut être une majorité qualifiée, 67 voire 76%, pour pouvoir tout simplement avoir les rênes de son entreprise et de pouvoir l'accompagner dans la durée. Mais le schéma de viager dans ce cas de figure précisément, c'est vendre des parts, des titres, des actions, des valeurs mobilières en l'occurrence, et de pouvoir encaisser un prix sur ces actions, tout simplement. Ça veut dire qu'en tant que dirigeant d'entreprise, je ne peux céder en viager qu'une partie du capital que je possède? Dans ce schéma-là, oui. D'accord. Et donc rester finalement dans l'entreprise tout en ayant cédé la gérance à l'acquéreur, par exemple. Exactement. Tout à fait. On peut imaginer, par exemple, que j'ai 70% du capital parce que les 30 autres pourcents sont déjà détenus par les salariés de l'entreprise. Vous êtes un très bon élément dans mon entreprise et donc vous me rachetez les 70% qui m'appartiennent. Mais puisque vous avez déjà payé les parts sociales que je vous ai vendues, les 30 premiers pourcents, vous n'avez plus assez de cash dispo pour pouvoir le faire. Et donc on étale dans le temps et vous me payez ces 70% ma vie durant. À quel moment la société est définitivement cédée? Le transfert de propriété a lieu au jour de la signature. D'accord. La vente a lieu au moment de la signature. D'accord, c'est ça. Il faut que ce soit très clair une là-dessus. modalité de paiement du prix. C'est juste une modalité de paiement du prix. On est propriétaire des parts dont on a fait l'acquisition à partir du moment où on a signé le contrat en question. Exactement. Pas à la fin du versement de la rente. Il vaut mieux le préciser. Hubert Biard, peut-être pour commencer, et ensuite Charles-Édouard Bourget. Est-ce que ça a une incidence en matière de fiscalité, que ce soit côté acquéreur ou côté vendeur? Alors, la fiscalité aujourd'hui est plutôt favorable à ce mécanisme. C'est-à-dire qu'au moment où le vendeur va transférer son patrimoine en quelque sorte, il va encaisser un prix sur lequel il va être fiscalisé au titre des plus-values de cession avec différents mécanismes envisageables. La plus-value étant acquittée, l'aspect rente, comme on le disait tout à l'heure, c'est tout simplement des modalités de paiement et la rente ne va plus être fiscalisée. Donc l'un des avantages du mécanisme de la vente en viager, c'est tout simplement d'étaler et d'assurer au vendeur un complément de retraite qui peut ne pas être négligeable. Ça crée un complément supplémentaire de retraite pour le vendeur, Charles-Édouard Bourget, ce qui amène une question que j'ai depuis le début, c'est à quel âge fait-on cela? Est-ce qu'on fait ça au moment où on veut partir à la retraite? Alors, c'est un mécanisme qui est souvent, quand il est utilisé, il est mis en place peut-être pour parer à l'urgence. D'accord. Parce que l'entrepreneur, par définition, et vous l'avez dit tout à l'heure, a souvent du mal à se séparer de son bébé. Bien sûr. Et donc, il repousse le moment où il va céder. Et au moment où il va devoir céder, peut-être parce qu'il aura un problème ou qu'il y aura une urgence, il n'aura peut-être pas des acquéreurs qui seront à même de pouvoir tout de suite mettre le cash dispo pour pouvoir payer le prix de son entreprise. D'accord. Et donc, ce mécanisme permet d'étaler dans le temps. Donc, ça arrive plutôt effectivement quand on est
en bout de course de sa vie entrepreneuriale. D'accord, donc c'est pas sur un départ à la retraite à 65 ans ou à 67 ans, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui sur d'autres sujets. Hubert Biard, c'est plutôt vers 70-75 ans qu'on passe par ce genre de dispositif. Voilà, tout à fait. C'est un mécanisme de transition. Dans tous les cas, je disais tout à l'heure, la période d'accompagnement est un facteur clé de succès dans la transmission d'entreprise. Maintenant, une personne qui va tout simplement reprendre, comme je disais, les rênes de cette entreprise, eh bien, il va, à partir d'un moment, vouloir voler de ses propres ailes. Donc, c'est un schéma qui ne peut pas être durable d'avoir, j'allais dire, deux coqs par poulailler. Est-ce qu'il y a des limites à ce mécanisme? Alors, on parle d'un mécanisme assez peu répandu à l'heure actuelle. On fait de la pédagogie sur un mécanisme assez peu répandu. Est-ce qu'il y a des limites qu'il faut avoir en tête si jamais on était tenté de passer par ce mécanisme à l'heure actuelle, Hubert Biard? Les limites, ça va être tout simplement les sociétés, j'allais dire, de taille significative qui, en général, sont détenues par une holding. D'accord. Et détenir une entreprise par une holding, ça va tout de suite évacuer la problématique du viager, où le viager, ou dans ce schéma-là, le vendeur doit être une personne physique. Donc ça peut être, le sujet de la taille de l'entreprise, et deux, le financement que l'on peut imaginer à côté du versement du bouquet et de la rente. Est-ce qu'on trouve une banque qui accepte, par exemple, de financer un rachat en viager? Là, c'est plus complexe. C'est plus complexe et je reviens à ce moment-là sur l'aspect garantie. Les banquiers vont forcément demander des garanties solides pour assurer le versement et le respect de l'échéancier bancaire. Et donc là, notre vendeur va venir en compétition et passera certainement en second rang. Donc là, des garanties forcément plus faibles. Charles-Édouard Bourget, même question. Est-ce que vous voyez des limites à passer par, que ce soit côté vendeur ou côté acquéreur d'ailleurs, à faire appel à ce mécanisme? Non, j'avais en tête quand vous avez posé la question exactement la même limite, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que le cédant, le vendeur, soit une personne physique, puisqu'on mise sur ma vie. Enfin, bien sûr, oui, complètement. Il faut que ce soit une personne physique et la société détenue par une holding, ça ne fonctionnera pas. Côté acquéreur, à l'inverse, moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus facile de trouver un financement parce que le bouquet est plus léger à financer. En revanche, il faut savoir que la banque, effectivement, ne financera pas la rente. Donc c'est à vous d'assurer vos revenus, sans doute par cette entreprise que vous m'achetez, par autre chose, pour pouvoir payer la rente. Parce que la banque ne financera pas la rente. Est-ce que, selon vous, alors c'est une question beaucoup plus générale, hein, vous êtes des techniciens de ce mécanisme et de bien d'autres, est-ce que selon vous, ça peut faciliter des rachats d'entreprises? On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui ne trouvent pas forcément repreneurs. Est-ce qu'un mécanisme comme celui-là pourrait faciliter certains rachats? Hubert Biard, ouais. Pour ma part, oui, je pense qu'il va falloir faire preuve d'imagination pour les années à venir. Aujourd'hui, les conditions d'octroi de crédit sont de plus en plus difficiles. Sur une vingtaine de dossiers en cours actuellement, j'ai plus de la moitié où les banques réfrènent un petit peu leurs modalités et leur accompagnement. Donc on va aujourd'hui se heurter, plus un schéma inflationniste et tout ce que l'on entend aujourd'hui. J'ai bien peur qu'il faille trouver des solutions pour garantir à nos vendeurs une reprise d'entreprise. Merci messieurs, merci Hubert Biard, avocat en droit des sociétés associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Merci Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.